et merci de nous retrouver. Le Parlement européen, c'était sa dernière escale et ça y est, le président Shimon Peres rentre aujourd'hui en Israël avec une tâche lourde, valider la formation du prochain gouvernement, toujours hypothétique, de Benjamin Netanyahou. La visite de Shimon Peres était parsemée de messages forts, de symboles particulièrement poignants. Nous y reviendrons en première partie d'émission avec le professeur en sciences politiques Denis Charbit. Et puis en seconde partie d'édition, direction le sud de la France. Le saviez-vous, la Provence regorge de sites historiques liés au judaïsme. On fera un retour vers le passé avec Bruno James. Mais rendez-vous tout d'abord avec l'actualité. Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Fumée noire au Vatican hier soir, déception donc particulièrement assurée et prévue. On s'y attendait, un pape ça ne se choisit pas en une fois. Une épaisse fumée noire donc qui a marqué la fin d'un premier vote mardi soir lors du conclave qui s'est ouvert dans la chapelle Sixtine au Vatican, ce qui est signe qu'aucun pape n'a été élu pour succéder à Benoît XVI. La fumée noire a été accueillie par des exclamations de déception sur la place où des milliers de curieux et fidèles s'étaient rassemblés pour attendre le résultat du scrutin. Les 115 cardinaux électeurs reprendront mercredi le chemin de la chapelle Sixtine à partir de 8h30 pour poursuivre leur réunion secrète consistant à prier et à voter jusqu'à l'obtention d'une majorité de 2/3 sur un non. 4 jours, c'est le temps qui reste à Benjamin Netanyahou pour former la coalition et les dissensions ne manquent pas. Les discussions restent vives quant au ministère de l'Éducation notamment et le débat s'avère houleux sur la commission des finances que Naftali Bennett, Yair Lapid et Benjamin Netanyahou se disputent. Dernière étape de la tournée européenne, Shimon Peres était à Bruxelles au Parlement. C'est le premier président israélien à s'exprimer devant le Parlement européen en près de 30 ans. Il y a énuméré les principales menaces pour la paix au Proche-Orient et au premier rang desquelles le régime iranien. Shimon Peres a par ailleurs appelé l'Union européenne à inscrire le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Le Hezbollah justement qui, c'est ce que souligne Shimon Peres, a prêté main forte au régime syrien de Bachar al-Assad contre les rebelles. Le président israélien a plaidé en faveur de l'intervention d'une force de la Ligue arabe en Syrie pour mettre fin au massacre dans un discours appuyé contre le terrorisme et pour la paix, un discours qui a été accueilli par une ovation des députés. On revient sur quelques extraits de ce discours dans ce reportage. Le processus de paix avec les Palestiniens a déjà un début qui fait consensus et une solution qui fait consensus. 2 États pour 2 nations. Un État arabe, la Palestine, un État juif, Israël, qui vivent en paix, en sécurité et dans la coopération économique. Après avoir rappelé la volonté d'Israël de faire la paix avec ses voisins, Shimon Peres n'a pas oublié la menace iranienne. L'Iran soutient le terrorisme à travers le monde. Son principal mandataire, le Hezbollah, menace la stabilité de la région par des actes terroristes. Une stabilité menacée donc, et pour cause, récemment, une vingtaine d'attaques terroristes ont été menées par la milice chiite à travers le monde. Parmi elles, l'attentat contre les touristes israéliens à Bourgas en Bulgarie, qui avait causé la mort de 5 Israéliens. La terreur dépasse donc les frontières des États, et le président israélien a exhorté l'Union européenne à réagir. Nous faisons appel à vous. Appelez le terrorisme terrorisme. Sauvez le Liban de la folie terroriste. Sauvez le peuple syrien de son mandataire iranien. Sauvez vos citoyens et les nôtres du Hezbollah. La communauté internationale doit désigner le Hezbollah comme organisation terroriste. Pour Shimon Peres, il faudrait allier sagesse européenne et expérience israélienne pour aider les pays en voie de développement et du Moyen-Orient à prospérer. À terme, pour le président israélien, la prospérité amènerait la stabilité dans la région. Un Palestinien, Mahmoud Titi, a été tué au cours d'un clash avec l'armée israélienne à côté de la ville de Hebron. 2 autres ont été blessés. L'incident s'est produit alors que des soldats de Tsahal entraient dans le camp de réfugiés Al-Pawar après avoir été visés par des jets de cocktails Molotov sur leur voiture. Les 2 blessés ont été transférés à l'hôpital.
Gilad Shalit plaide pour la libération de Jonathan Pollard. Merci de m'avoir sauvé. Maintenant, c'est le tour de Pollard. C'est le statut que l'on pouvait lire sur sa page Facebook. 1 an et demi après sa libération, l'ex-prisonnier du Hamas a appelé Barack Obama à libérer l'espion Jonathan Pollard emprisonné aux États-Unis. La liberté est le meilleur cadeau et le meilleur privilège. C'est ce qu'a déclaré le jeune homme qui s'est joint donc à la campagne qui avait débuté en Israël il y a quelques temps, et ce alors que Jonathan Pollard est emprisonné depuis 28 ans aux États-Unis. Il est accusé notamment d'avoir espionné les États-Unis au profit d'Israël. La Russie, pays allié du régime de Bachar al-Assad, a livré mardi 10 tonnes d'aide alimentaire à la Syrie où un conflit armé fait rage depuis près de 2 ans. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle Sana. C'est la 5e livraison d'aide envoyée par la Russie au peuple syrien. La Russie qui livre aussi des armes également donc au régime de Damas qui s'oppose, et la Russie qui s'oppose à toute ingérence dans le conflit qui a fait donc selon l'ONU plus de 70 000 morts depuis son commencement en mars 2011. La République islamique de Téhéran devrait soumettre une déclaration écrite à l'ONU statuant que Téhéran ne cherchera jamais à créer une bombe nucléaire. De leur côté, les États-Unis restent dubitatifs et disent ne pas être sûrs des intentions de Téhéran concernant le nucléaire. On passe à présent au Mali. La France, qui est intervenue seule militairement le 11 janvier dernier dans le pays, a annoncé un prochain passage de relais à l'ONU avec un probable vote en avril d'une résolution sur une opération de maintien de la paix applicable en juin prochain. Le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, en a informé la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nous allons passer du cadre actuel à un nouveau dispositif diplomatique qui est accepté par tous les membres du Conseil de sécurité. Cette opération sera chapeautée par l'ONU et financée par les Nations Unies, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius. Je vous rappelle que jusqu'à présent, la France a supporté l'essentiel des frais liés à son engagement militaire dans la guerre au Mali, ainsi que la majeure partie des dépenses du contingent important fourni par le Tchad, soit 2000 hommes, une intervention donc qui aurait déjà coûté à l'État français plus de 100 millions d'euros depuis son lancement mi-janvier. Reynaldo Bignon a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est le dernier militaire à avoir présidé l'Argentine en 1982 et 1983. Les charges qui lui sont imputées sont des crimes contre l'humanité commis dans un centre clandestin de détention d'opposants politiques. Bignon était à l'époque le responsable de la zone militaire située au nord-ouest de la capitale argentine où se trouvait le camp de Mai. Le camp de Mai qui était un des principaux centres d'emprisonnement et de torture pendant la dictature militaire. Le FC Barcelone a conquis avec autorité et brio 4-0 contre l'AC Milan, son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Messi et 2 autres réalisations de Villa et Alba. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. Shimon Peres rentre aujourd'hui d'une tournée en Europe. Sa dernière étape, c'était le Parlement européen de Strasbourg. Un discours applaudi, un objectif particulièrement complexe, défendre encore et toujours une image d'Israël plutôt mal en point. Pour en parler aujourd'hui, Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université ouverte. Alors, Shimon Peres en Europe avec cet objectif, rétablir la vérité sur le conflit israélo-palestinien, la vérité sur le Hezbollah, la vérité sur l'Iran aussi, une vérité trop dure à accepter pour Bruxelles? Je ne sais pas s'il s'agit de l'enjeu et la vérité. Je crois que c'est un point de vue. C'est certainement le prestige d'Israël qui a été un peu écorné, même s'il ne faut pas aggraver l'image. Je ne crois pas non plus qu'elle était aussi détestable qu'on veut bien le dire trop souvent. Je crois que Shimon Peres est un symbole. Il incarne tout ce que l'on aime en Europe à propos d'Israël. C'est, je dirais, l'alliance à la fois de quelqu'un qui a une grande mémoire, et on l'a vu dans son discours, il n'a pas lésiné sur la catastrophe qui a été l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne renonce pas à la part du rêve et à la part de l'espoir. Et je crois que cet équilibre-là correspond bien finalement aussi à l'Europe telle qu'elle se conçoit. Alors justement, Shimon Peres qui se rend en Europe, c'est parier en quelque sorte sur l'Europe. Est-ce que c'est le bon choix pour Israël ?
Je crois que c'est indispensable. Il n'y a pas à parier. C'est pas l'Europe au détriment des États-Unis en particulier. C'est l'Europe parce que c'est un partenaire économique important, parce que c'est un partenaire moral important. Et diplomatiquement parlant, on sait bien que même s'il n'y a que les États-Unis pour mettre leur veto lors de décisions qui condamnent trop durement Israël, en même temps, il est important d'avoir l'Europe à ses côtés. On a senti cruellement leur absence lors du vote de l'admission de la Palestine comme membre observateur à l'ONU. Donc voilà, c'est effectivement réchauffer les relations. Les Européens ont le sentiment d'être mal aimés, de n'être pas compris. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être trop de différends ces derniers mois. Et à l'aube de la formation d'un nouveau gouvernement israélien, il est bon que ce message-là de renouveau dans les relations entre Israël et l'Europe, eh bien que cela soit affirmé, et pas par n'importe qui, mais par le président concrètement, de à l'État. quoi on peut s'attendre? Ça dépendra de ce que fera le gouvernement israélien. Il ne faut pas croire que tout dépend de l'Europe. Si, en gros, Israël renouvelle le processus de paix, si des propositions constructives, si on donne, en fait, non pas seulement le sentiment, mais si la réalité démontre qu'il y a des progrès dans la négociation et qu'on pourrait, dans les 4 ans à venir, aboutir à un accord, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que ce voyage s'inscrit à la veille du voyage du président Obama. Il y a là un couplage. Il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre, il s'agit de jouer et l'un et l'autre. Alors certes, on sait bien que le ministre des Affaires étrangères sera le même, donc là on est en apparence dans une continuité. Un ministre des Affaires étrangères justement, qui joue de moins en moins son rôle sur la scène européenne notamment. Est-ce que c'est bien le rôle de Shimon Peres de jouer le rôle finalement que Avigdor Lieberman n'a pas joué sur... Je crois que c'est très bien compris par les uns et par les autres. C'est très clair que Shimon Peres ici entend donner une sorte de direction, mais c'est pas à Shimon Peres de faire la politique étrangère de l'État d'Israël, c'est au nouveau gouvernement, et quand bien même c'est le même ministre des Affaires étrangères, je ne crois pas qu'il faille prendre cette nomination comme un symbole de continuité. C'est pas le message que Benjamin Netanyahou veut envoyer. Ce n'est pas pour rien qu'il a désigné Tzipi Livni comme responsable de la négociation. Donc c'est au gouvernement comme tel, et pas simplement au ministre des Affaires étrangères, de donner un signal fort, et on verra bien dans les semaines et les mois à venir si c'est le cas. Alors on est à l'approche de la visite de Barack Obama, on est à moins d'une semaine de la visite de Barack Obama en Israël, et on ne peut pas s'empêcher de le faire, comparer les relations entre Israël et les États-Unis et Israël et l'Europe, avec un constat plus ou moins inévitable: les Européens ne font pas vraiment le poids. Non, ils ne font pas le poids, mais ils en sont très bien conscients. Ils réclament toujours de jouer un rôle. Mais je dirais d'abord que, d'une certaine manière, c'est Israël qui, depuis fort longtemps, a mis une sorte de veto sur une prise en charge active du processus de paix. Ce sont les Américains qui, aux yeux des Israéliens, sont les meilleurs et les seuls capables de faire aboutir un processus de paix. Mais je dirais qu'à la limite, la question n'est pas là. La question, c'est pas est-ce que c'est aux Européens de prendre la place des Américains ou est-ce que c'est aux Américains de prendre la place qui leur revient. C'est est-ce que les Palestiniens et les Israéliens veulent véritablement aboutir à un traité de paix. C'est ça. Mais est-ce qu'on considère que dans l'aboutissement et la résolution à ce conflit, les Américains et les Européens notamment ont une part à jouer? Alors, c'est pas la même, bien évident, mais je dirais que dans la mesure où c'est toujours dessiné une sorte d'alliance discrète entre Israël et les États-Unis d'un côté et entre l'Europe et les Palestiniens du Fatah de l'autre, il faut imaginer que les deux puissent être capables, lorsqu'on sera véritablement devant la phase finale de la négociation, puissent faire pression sur leurs partenaires privilégiés pour permettre que cet accord surgisse enfin. Une autre question, Denis Charbit, celle du Hezbollah, qui a été élevé notamment dès l'introduction du discours de Shimon Peres devant le Parlement, un message fort dont on sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas entendu par l'Europe. Effectivement, il y a beaucoup de pression interne pour ne pas placer le Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. C'est vrai que le rôle qu'aujourd'hui le Hezbollah joue en Syrie aurait pu faciliter une décision européenne. La responsabilité du Hezbollah dans l'attentat de Burgas en Bulgarie est une preuve de plus. Et c'est vrai que là, il y a une timidité. Ça fait partie des controverses, ça fait partie des divergences entre la vision d'Israël et celle de l'Europe. Cette timidité, est-ce qu'on doit y voir un refus de l'Europe de sacrifier finalement ses relations avec le Liban au profit de celle avec l'État juif ?
Je crois que c'est une volonté de... Ce n'est pas une marque de confiance vers le Hezbollah. C'est la crainte que l'exclusion du Hezbollah, la définition du Hezbollah comme organisation terroriste pourrait précipiter une crise au Liban à un moment où on ne sait pas encore ce à quoi va aboutir la chute du régime du président Assad en Syrie. Donc je dirais que c'est, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'interprète, de la part de l'Europe, une volonté de dire n'ajoutons pas un facteur de plus dans une situation qui est extrêmement compliquée. Ça ne veut pas dire que l'Europe a une quelconque sympathie particulière et ignore le rôle du Hezbollah au Liban, en Syrie et dans le terrorisme international. Le message de Shimon Peres en Europe, c'était également de montrer aux Européens que le dossier iranien n'est pas la seule préoccupation des Israéliens. Est-ce que c'est un message qui sera entendu ? Oui, j'ai bien vu dans le discours l'importance qu'on attribuait à la région en général, à la Syrie, au Liban. J'ai pas eu le sentiment que le processus de paix israélo-palestinien était en priorité. Je dirais même plus que le discours laisse entendre les phrases un peu traditionnelles sur l'importance morale d'un accord de paix entre les deux. C'est clairement pas une priorité. En ce sens, Shimon Peres n'a pas voulu se substituer aux décisions qui seront prises par le gouvernement. Et tant mieux, c'est au gouvernement de décider si oui ou non il en fait une priorité. Et pour ce qui est de l'Iran ? Pour ce qui est de l'Iran, je pense que là aussi, c'était presque enfoncer une porte ouverte que d'insister sur l'importance du problème nucléaire iranien. Tout le monde en est bien conscient. Et je dirais même, quand bien même Shimon Peres n'en aurait pas parlé, personne n'ignore en Europe l'urgence du problème qu'il faudra traiter. L'urgence des problèmes qu'on traite pour l'instant en Europe avec des sanctions qui ne servent pas à grand-chose jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr qu'elle ne sert pas à grand-chose quand on voit les effets qu'elles entraînent sur l'économie iranienne. Il ne faut pas se précipiter. C'est vrai que ça demande du temps, c'est vrai que ça prend du temps et qu'il n'y a pas énormément de temps. Mais de ce point de vue-là, il faut bien comprendre, le temps travaille pour Israël et pour l'option israélienne. On va passer à une autre partie de ce voyage de Shimon Peres, une séquence émotion, ce voyage avec un message à Paris, un message de paix à la veille de la commémoration des assassinats commis par Mohamed Merah, à l'occasion d'un message de paix notamment interreligieux de la part du président israélien. Reposer la question de l'antisémitisme en Europe, on en est où ? Je crois que c'est incontestablement, ça fait partie des dossiers dans les relations entre Israël et l'Europe. Et je crois que c'est effectivement, à côté de toutes les cérémonies, de toutes les commémorations, je crois qu'il était particulièrement important de montrer aussi que cela peut passer par un recueillement entre les fidèles des différentes religions. Et je trouve que c'est un geste remarquable, un geste fort, parce que la tendance instinctive après cet attentat et d'autres de ce genre, c'est de se replier au sein de sa communauté, de se dire l'islam nous hait. Justement, le repli, on en reparle. C'est une critique qui a souvent été formulée à l'encontre d'Israël. Israël qui se serait trop souvent impliqué, et Benyamin Netanyahou à sa tête, dans la gestion française de l'affaire Merah. Vous corroborez cette critique ? C'est vrai qu'il faudrait, me semble-t-il, parfois être un peu plus discret, plus respectueux de la souveraineté. On n'aimerait pas que des États étrangers se mêlent de nos propres affaires. On trouve d'ailleurs très souvent qu'ils s'en mêlent un peu trop. Je crois que c'est des questions, je dirais, de protocole, des questions de diplomatie. En même temps, il ne s'agit pas du tout de nier la solidarité et l'importance que l'on accorde au sort des Juifs, des communautés juives dans le reste du monde. Ça fait partie, je dirais, des priorités. Ça fait partie, sinon des priorités, en tout cas, des choses qui vont de pair avec l'existence de l'État d'Israël. Donc il faut respecter effectivement certaines formes. Et je trouve là, pour le coup, c'est pas simplement respecter une forme, je dirais que c'est montrer qu'il ne faut pas... La réponse à tirer de tels attentats, ce n'est pas de se replier uniquement dans sa communauté et parmi les siens, mais au contraire d'aller chercher parmi les fidèles des autres religions des soutiens, et parce que cette majorité silencieuse, il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Et je crois qu'une cérémonie de ce genre est une manière de lui permettre de s'exprimer, de telle sorte que entre les deux, eh bien, les musulmans se reconnaissent dans cette réconciliation qui n'est pas évidente, parce que c'est vrai que le problème palestinien est pour beaucoup de musulmans un véritable problème, une véritable préoccupation. Donc d'où le salut que j'adresse à tous ceux qui ont permis cette rencontre.
Autre majorité silencieuse, la gauche israélienne. Shimon Peres a été pendant des années à la suite de Rabin la colombe, l'égérie du clan de la paix. Un clan de la paix qu'on ne voit plus trop, qu'on n'entend plus trop, qui a perdu les dernières élections. Pourquoi ? Écoutez, moi je ne partage pas ce pessimisme ou ce constat-là, dans la mesure où, parmi toutes les forces politiques en présence, les forces de gauche ont renforcé leur présence. Ils étaient 16 députés, ils sont aujourd'hui 19 députés, un gain de 6 députés. C'est loin d'être négligeable, d'une part. D'autre part, quand on voit, comment dirais-je, la manière dont Benjamin Netanyahou a supplié Shelly Yachimovitch de participer à ce gouvernement pour puisse entrer les orthodoxes avec elle, je me rends compte que le Parti travailliste n'est pas dans une situation aussi mauvaise. Je crois que Shelly Yachimovitch prend ses marques pour les prochaines élections. Alors c'est vrai. Et puis, j'ajouterais que si on estime que le principe de 2 États pour 2 peuples, un État palestinien pour les Palestiniens, c'est un objectif que la gauche a inventé et a proposé, on n'est pas si mal que cela. Alors, en même temps, c'est vrai qu'électoralement parlant, il y a aujourd'hui un vrai centre qui existe, la famille politique du centre existe. Jusque-là, on se demandait toujours si elle existait vraiment. Non. Je pense que à la fois dans l'alliance implicite de la gauche avec les ultra-orthodoxes, ça peut être par la suite une option. Je pense que le centre a naturellement vocation à faire alliance avec la gauche. Donc, même si aujourd'hui, il n'y a pas de quoi se réjouir non plus, il ne faut pas non plus être loin des réalités, en même temps, je pense que les scénarios du futur peuvent se montrer favorables à la gauche. Scénario du futur, vous en parlez. Ce 3e mandat de Benjamin Netanyahou, vous en attendez quoi ? Je pense que c'est surtout le dernier pour Netanyahou. J'ai du mal à imaginer que Netanyahou voudra se représenter une 4e fois. Je pense que c'est pour le centre et pour le parti de Yair Lapid, c'est le qui tout double. Soit ils disparaissent la prochaine fois, ou en tout cas ils n'auront plus le poids qu'ils ont, soit au contraire ils deviennent la force montante. Je m'inquiéterais plus pour l'avenir du Likoud aujourd'hui. Denis Charbit, merci pour cette analyse et votre participation à cette matinale. Changement d'ambiance, seconde partie de cette édition. Cavaillon, Carpentras ou Avignon, choisissez votre prochaine destination et le guide s'occupera de vous faire découvrir le patrimoine juif qui s'y cache. En français, en anglais ou encore en hébreu, une initiative du comité régional du tourisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes avec Bruno James pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors avec ce guide qu'on montrera tout à l'heure plus en détail, votre objectif c'était de faire venir davantage d'Israéliens dans le sud de la France ou au contraire de guider ceux qui s'y trouvent déjà ? Ah non, franchement notre objectif c'est de faire venir plus d'Israéliens dans le sud de la France et en particulier en Provence qui est une terre baignée par la culture juive et aussi par une population française juive importante. Et il semble qu'il y a une possibilité à développer encore plus de relations entre deux populations dans le cadre de vacances. Développer les relations, et puis justement vous avez choisi la bonne année pour le faire puisque Marseille c'est la capitale européenne de la culture 2013. C'était lié, C'était lié parce que dans l'histoire de l'héritage juif sur notre région, on a voulu le faire avec un historien, ce qui explique un petit passage historique dans la présentation de la plaquette, et on a voulu le faire dans le cadre de Marseille-Provence 2013, parce que c'est l'occasion ou jamais de découvrir ou de redécouvrir Marseille qui, grâce à cette manifestation, change considérablement. À la fois le port de Marseille, qui est quand même l'un des plus célèbres, devient la place la plus grande d'Europe. Il a été transformé par Foster, donc c'est un geste architectural qui est digne de ce nom. Et puis on a 3-4 musées de dimension internationale ouverts sur la Méditerranée, le MUSEM, la Villa Méditerranée, l'exposition Regard qui est consacrée aux peintres provençaux, qui vont rester des mouvements permanents pour un petit peu plus de culture à Marseille. Et donc il y a une vraie transformation de Marseille, et c'est le moment de le redécouvrir dans le cadre de MP 2013. Redécouvrir Marseille, et puis pas seulement, on voyait pendant que vous parliez des images de toute la Provence.
Les touristes qui liront ce guide n'auront sûrement pas le temps de se rendre sur tous les sites que vous proposez. Il y en a plus d'une dizaine. Je vais reprendre le guide pour m'en assurer. Lequel vous a particulièrement touché, vous qui êtes un spécialiste, un fin connaisseur de cette région? Oui, mais je ne suis pas un fin spécialiste de la culture juive. Donc il y a deux aspects, certainement. Celui qui voudra découvrir sa propre culture, ou en tout cas les traces de sa culture. Pour ça, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le camp des 1000, parce que, évidemment, c'est un camp de rétention et il marque une émotion plus forte à mon regard de non-juif, finalement, et c'est certainement le lieu le plus porteur d'émotion. Et sinon, je pense que l'aspect touristique est différent. Et dans le parcours proposé, je crois que tout ce qui se tourne vers la nature, tout ce qui se tourne vers la mer, tout ce qui peut être, ou tout ce qui est aussi du côté culturellement fort, mais pas culturel au sens propre, mais culturel de culture, la découverte de nos vins, la découverte de nos traditions, la découverte de l'art de vivre, ça reste les éléments essentiels. On n'est pas une destination Mickey, si je peux me permettre d'avoir un mot désagréable pour Mickey, mais nos traditions sur les chevaux, comme on voit les images, l'élevage de taureaux en Camargue. On a des traditions, des vraies, et c'est celles-ci qu'il faut venir découvrir et partager. Alors ces traditions, vous n'en êtes peut-être pas le spécialiste, mais vous avez travaillé avec Jules Farber, cet Américain spécialiste. Racontez-nous un petit peu comment ce travail s'est fait autour de ce guide. Mais ce qui est très étonnant, c'est Jules Farber nous raconte que dès la création de Marseille, qui est la plus vieille ville de France, 2600 ans avant Jésus-Christ, donc c'est l'une des premières villes, déjà les Phéniciens sont venus avec des marchands juifs, et à partir de cet premier acte, il raconte à travers tout le territoire comment la population juive a évolué. Il faut savoir que la Provence était une terre d'accueil plus favorable aux Juifs à l'époque, parce qu'elle n'était pas sous gouvernement du roi français. Très longtemps, jusqu'au XIVe siècle, on est resté indépendant. Donc il y avait un espèce d'accord assez... un agreement entre le comté et les populations juives qui faisait qu'il y a eu plein de choses. Et la population juive était très importante parce qu'elle connaissait la médecine, par exemple. Il y a beaucoup de grands médecins. À Marseille, il y a une place d'un médecin juif qui a opéré la première cataracte au monde. Ça s'est passé à Marseille. C'est eux qui ont participé à la création, vous voyez, du savon de Marseille. Donc il y a là des petits liens comme ça, tout au fil du temps. Et on ressent à travers cette histoire une présence importante, et qu'on peut aussi, juste pour insister peut-être sur les papes, puisque je regardais avec vous l'actualité tout à l'heure, la fumée est noire mais elle sortira blanche. Je rappelle que dans notre région, Avignon a le palais des papes, et que du XIIIe siècle, enfin de 1300 jusqu'à la fin de 1400, c'est-à-dire un siècle complet, c'était pas à Rome que le pape était, mais c'était à Avignon, et les Juifs vivaient très très bien en accord avec la papauté. Et là aussi, c'est pour ça qu'il y a le Contint Vénessin, qu'il y a Carpentras, avec la synagogue, qui est certainement la plus belle d'Europe. Alors là, vous dressez un bilan idyllique, et il y a aussi des heures un peu plus sombres. Ah, mais il y a des heures beaucoup plus sombres, et même si à l'époque, il faut toujours les comparer à d'autres éléments, c'est-à-dire qu'en Provence, c'était nettement mieux que dans le reste de l'Europe. Ça ne veut pas dire que c'était idyllique. Le pape profitait un petit peu aussi de la population juive, qui étaient des marchands et qui avaient autorisation à prêter de l'argent. Et donc le pape avait besoin de beaucoup d'argent pour construire son palais, pour aller mener quelques campagnes à l'extérieur. Donc ils utilisaient beaucoup les Juifs pour financer. Le roi utilisait les Juifs pour financer les croisades, ce qui est quand même assez étonnant. Et c'est toute cette histoire donc qu'on peut revoir à travers ce guide, dont la première partie est consacrée complètement à l'histoire des Juifs dans la région. On peut se le procurer où, le guide? On pourra se le procurer dans tous les agences de voyage israéliennes, en particulier sur Tel Aviv, où on va, dès cet après-midi et dans la semaine, passer les voir et distribuer notre petit plaquette. Distribuer les guides, donc en anglais, en français et en hébreu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et avant...
fermer cette édition, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce matin. Et puis bien sûr, le Vatican, on en reparle, une épaisse fumée noire qui a marqué la fin d'un premier vote hier soir lors du conclave qui s'est ouvert dans la chapelle Sixtine. Signe qu'aucun pape n'a été pour le moment désigné pour succéder à Benoît XVI. La fumée noire a été accueillie par des exclamations de déception sur la place où des milliers de curieux et de fidèles s'étaient rassemblés pour attendre les résultats du scrutin. Et puis cette dernière étape de la tournée européenne de Shimon Peres, c'est Bruxelles au Parlement européen. C'est le premier président israélien à s'être exprimé devant le Parlement européen de Strasbourg en près de 30 ans. Il y a énuméré les principales menaces pour la paix au Proche-Orient, au premier rang desquelles le régime iranien et notamment le Hezbollah. La France est intervenue seule, militairement, le 11 janvier dernier au Mali. C'est ce qu'a annoncé un prochain passage de relais à l'ONU avec un probable vote en avril d'une résolution sur une opération de maintien de la paix applicable en juin. Le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, en a informé la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et on termine sur une note de sport, le FC Barcelone qui a conquis avec autorité et brio 4-0 contre l'AC Milan son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Messi et 2 autres réalisations de Villa et Alba. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à ceux qui ont permis de la réaliser. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.